Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François Matins, cofondateur de Defense Angels. Bonjour François et merci de se prendre ce moment pour échanger avec moi. Bonjour Xavier. Alors François, la traditionnelle question pour ouvrir le podcast, est-ce que tu pourrais nous présenter Defense Angels en quelques mots? Alors, Defense Angels, c'est le premier réseau d'investisseurs privés en France, voire même en Europe, qui permet donc de financer des startups ou des jeunes PME stratégiques. Donc quand on dit stratégique, c'est dans le sens qui adressent des marchés en minoritaire, en majoritaire, pour la défense et la sécurité, ou qui touchent globalement aux enjeux de souveraineté. Ça a maintenant 1 an d'existence et ça décolle très bien et ça marche fort. Donc pour l'instant, on est très content de la tournante que ça prend dans le monde du financement. Super intéressant. Déjà, j'ai plusieurs questions qui me viennent à l'esprit. Quand tu dis start-up, est-ce que c'est des start-up uniquement françaises? Est-ce qu'il y a des secteurs spécifiques de la défense ou ça couvre tous les aspects de la défense? Alors ça, évidemment, ça évoluera, mais dans un premier temps, il y a déjà tellement de besoins auprès de startups françaises qu'on reste aujourd'hui sur des entités qui sont enregistrées en France, mais le besoin et on voit assez vite avec la profondeur marché et les besoins qu'il peut y avoir, on va assez vite un jour étendre à la dimension européenne, mais évidemment aujourd'hui, c'est plutôt des startups qui sont françaises. Et quand tu dis investisseurs privés, c'est-à-dire que ces investisseurs, c'est des gens individuels ou est-ce qu'il y a des organismes institutionnels et autres qui sont partie du réseau? Il y en a 2. L'ambition, c'est clairement d'avoir les 2 et d'avoir un mix. Dans un premier temps, on s'est adressé à des Français, qui sont, toi, moi, qui plutôt que d'acheter des cryptomonnaies ou un appart à Paris, se disent: «Bah, j'ai envie d'investir dans des entreprises, mettre mon épargne dans de l'économie réelle» et donc qui deviennent ce qu'on appelle des business angels, donc des gens qui mettent leur argent personnel pour contribuer au capital d'entreprise. Mais c'est pas du tout incompatible avec, des investisseurs, des personnes morales qui sont des entreprises ou des investisseurs, on va dire, plus traditionnels, qui disent, bah, tiens, ça m'intéresse plutôt que d'investir dans une boîte en direct, je passe par un intermédiaire qui peut être Defense Angels, qui peut me permettre de diversifier mon portefeuille. Et est-ce que vous êtes les seuls à faire ça en France ou est-ce qu'il y a d'autres, enfin, je sais pas si on peut dire concurrents qui sont sur le même créneau de la défense? Alors des réseaux de business angels, il y en a plein en France, hein, des réseaux thématiques. Il y a Santé Angels, il y a Mère Angels qu'on connaît bien. Mais en revanche, je te confirme qu'à ce stade, on est le seul réseau d'investisseurs qui s'intéresse particulièrement au sujet de défense et de sécurité. D'accord. On reviendra plus en détail sur ta vision de la défense et la sécurité justement en France, qui est un sujet on ne peut plus d'actualité en ce moment. Mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est échanger un peu avec toi sur ton parcours, François. Qui tu es, d'où viens-tu et qu'est-ce qui t'a amené à créer Defense Angels? Oula, alors le podcast va durer 2 heures, mais non, blague à part et en allant vite, moi je suis un petit gars qui a grandi entre Lille et Roubaix. Je me destinais soit à devenir joueur professionnel de Counter Strike ou soit joueur professionnel de foot. Bon, j'étais pas assez bon dans les 2. Comme j'étais pas trop mauvais à l'école et j'avais un rêve de gosse qui était d'être pilote de chasse, je me suis lancé après des études scientifiques dans une classe préparatoire en PCSI, donc physique sup. Sauf que là aussi, j'étais pas si bon que ça. Donc, j'ai trouvé un prétexte pour voyager qui était des études de relations internationales. Et là, j'ai trouvé ma voie, je me suis éclaté. Donc, j'ai fait toutes mes premières expériences, mes premiers stages dans le système onusien. Donc, j'ai pas mal bourlingué à gauche à droite, où j'ai même été à l'ONU, à la délégation du Sénégal à l'UNESCO. Donc, ça aussi, ironie de l'histoire Ouais, de c'est original. donc ouais, je me suis beaucoup amusé et puis voilà, c'était travailler en milieu interculturel et international, vraiment passionnant. Mais bon, expérience formatrice sur plein d'aspects, sur comment tu gères des négociations internationales. Bon bref, encore maintenant, ça m'est très utile. Ensuite, j'ai travaillé au Sénat auprès d'une sénatrice des Français de l'étranger. J'ai bossé au ministère des Affaires étrangères et après j'ai bifurqué vers le monde de la sécurité où j'ai eu une petite expérience à la préfecture de police de Paris, là aussi passionnant. À un moment que j'avais fait que du public et je me suis dit bah tiens le privé ça m'intéresserait de voir donc j'ai refait des études et j'ai rebifurqué vers à l'époque donc AXA où j'étais à la direction sûreté risque et compliance d'AXA et dans la foulée aussi là aussi par le biais d'un concours de circonstances ou d'un malentendu plus ou moins provoqué, je me suis retrouvé en cabine ministérielle. Donc là aussi au bureau presse pour conseiller un ministre sur ses relations presse. Donc là, passionnant aussi les coulisses de la politique et de l'accès à la décision politique. Et puis des anciens clients m'ont dit écoute, on monte un cabinet de conseil en com digital, lobbying digital, est-ce que ça t'intéresse? Et je dis bah vas-y, monter une boîte, j'y connais rien, ça peut être intéressant. Donc bah voilà, on monte une boîte, on cherche des clients. En plus, c'était tout au début
sais, de la com digitale, la communication de crise sur les réseaux sociaux. Donc, il y avait tout à faire, passionnant. Et moi, je gardais quand même un pied dans la défense parce qu'à côté de ça, j'étais à l'association des jeunes de l'IHEDN où j'ai été président de 2013 à 2016. Donc là aussi, passionnant. Enfin, je me suis éclaté. Et Tu peux préciser pour les gens qui connaissent pas l'IHEDN. Alors, il se trouve que moi je l'ai fait aussi, donc je connais bien ouais. l'IHEDN, mais pour les gens qui connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer l'IHEDN? Alors, la version très courte, l'IHEDN, donc c'est l'Institut des hautes études de défense nationale, qui est en gros le think tank des services du premier think tank de l'État et des rattachés au service du Premier ministre, qui en gros fait travailler toute la société civile avec des militaires, avec des hauts fonctionnaires, sur les enjeux de questions de défense au sens large. Et donc c'est un réseau, et dedans vous aviez une branche des jeunes, vous pouviez faire une session, et pour faire le suivi de tout ça, il y avait une association qui est une très belle association qui coûte maintenant, ouais, il doit y avoir environ 2000 jeunes qui en sont membres, qui organisent plein de conférences, qui écrivent des white papers, etc. Donc moi, j'ai eu l'honneur et le plaisir d'être président de cette association pendant 4 ans, sur lesquels je me suis éclaté. Donc si tu veux, j'avais gardé un pied dans tout ça. Et un jour de décembre 2013, le J4 m'appelle, donc le J4 qui est le groupement industriel de la défense et de la sécurité terrestre, qui en gros, pour vous faire court, et le syndicat des industriels de la défense français m'appelle et me dit voilà, on cherche un directeur de la communication, est-ce que vous intéresse? Moi, comme j'avais une casquette un peu com et je connaissais bien le monde de la défense, ça a bien fité. Donc voilà, je fais ça pendant 2 ans. Puis au bout de 2 ans, je dis mais qui s'occupe des affaires publiques et des relations parlementaires? Ils me disent bah personne. Je dis ok, bon, bah, je vais m'en occuper. Donc j'ai créé la direction affaires publiques au sein du J4. Et puis au bout de 3-4 ans, je leur dis bah qui s'occupe de l'innovation? Ils m'ont dit bah personne. Je dis bah ok, bah je vais m'en occuper. Et donc du coup, j'ai créé quelque chose qui s'appelait à l'époque, et c'est toujours le cas, Generate, qui a été le premier accélérateur de start-up dédié au monde de la défense et de la sécurité. Donc il y a un superbe outil à disposition du J4 qui permet de sourcer des start-up en France et à l'international pour les amener, les aider à se développer dans le secteur de la défense et de la sécurité. Et donc c'est là où j'ai commencé à faire vraiment de l'opérationnel sur le monde des startups, à m'intéresser à l'innovation de défense et par dérivation au sujet de financement de la défense. Et du coup, tu as dit à un moment, il y a un moment où tu étais déjà en cabinet, je crois, et tu as eu un moment, tu as un switch pour aller plus vers le domaine de la sécurité et de la défense. Quel était le fait que tu te diriges vers ce secteur-là en particulier, la défense? Est-ce que tu avais une appétence particulière pour ce secteur-là avant, ou est-ce que ça s'est fait par pur hasard? Non, vraiment, si tu veux, j'ai aucun lien familial à la base vers le monde de la défense. Après, c'est comme tout, tu vois, quand t'es petit, t'as toujours des rêves de gosse. Les films de guerre, ça te fait toujours un peu rêver. Et puis tu croises des gens, et donc c'est vraiment au fur et à mesure des rencontres, au gré des rencontres, en France et international, je me dis non, mais le monde de la défense, c'est quand même un secteur qui est passionnant, qui est sérieux, où tu gères des enjeux stratégiques, où tu croises des gens passionnés, bah pourquoi pas, why not, je pourrais peut-être en faire une partie de ma vie, quoi. Et du coup, c'était quand tu étais au J4 et que tu as créé on peut dire, cet accélérateur pour start-up, identification de start-up, tu es venu l'idée de créer Defense Angels. C'est là que tu t'es rendu compte qu'il y avait des trous dans la raquette ou Exactement, ouais. En fait, si tu veux, assez vite, les startups, quand elles te remontent un peu les problèmes et les besoins qu'elles ont, bah, le sujet de l'argent et du financement, il en est un. Et si tu veux, moi, la prise de conscience que j'ai eue à mon niveau, hein, c'est quand, horizon fin 2018, début 2019, j'ai de plus en plus de startups et de PME qui me disent: «Écoute François, on a un problème, c'est qu'à chaque fois qu'on veut trouver de l'argent, au-delà du fait que, voilà, on a un bilan qui est solide, on a des contrats dans les tuyaux, dès qu'on dit le mot défense, on sent que les organismes bancaires et les investisseurs en face de nous se disent: "Ouh là là, on n'est pas sûr qu'on veuille vous suivre, parce que la défense, c'est compliqué"». est-ce que ça a un rapport avec les nouvelles règles de compliance, enfin conformité en français, là, des banques ou qui, Oui, en effet, il y a un vrai sujet qui est lié à la compliance parce que, si tu veux, aujourd'hui, on vit dans un monde, encore une fois, hein, c'est pas du tout un jugement de valeur et c'est tout à fait compréhensible, où bah, on veut absolument mettre en avant les sujets impact, on veut améliorer le monde, et encore une fois, il faut le faire, et la très bien. fameuse RSE? Exactement, tu vois, moi je suis un citoyen comme tout le monde, donc je veux vivre dans un monde qui est plus green, qui est plus intégré, où il y a plus d'inclusion. Enfin bref, donc tu vois, ça me choque pas du tout. En revanche, c'est là où il y a une vision qui est un peu plus rigoriste sur cet aspect-là, c'est que ça veut pas dire que d'un seul coup le monde de la défense est totalement incompatible ou que il est antinomique avec ces sujets-là. Et il y a une vision manichéenne de ces sujets-là qui aujourd'hui est préjudiciable à l'écosystème de défense au global, mais même un peu de sécurité, où bah, à l'aune des règles ESG slash RSE, il y a un problème de fond, si tu veux, où en fait la compliance et l'ESG est un prétexte. Le sujet de fond, c'est que les organismes bancaires, mais le monde de l'investissement au global, hein, et j'inclus les banques et les fonds d'investissement dedans, pour des raisons de risque à l'image,
sont de plus en plus frileux à investir dans un secteur, qui, bah, oui, est en effet est un secteur qui traite de sujets très sérieux et parfois qui provoque, bah, des guerres. Mais vaut mieux avoir les moyens de se défendre, plutôt que de subir. Bah, disons que si on veut un monde, inclusif, green et ouvert, il faut que ça soit un monde sûr, quoi, donc Le c'est, premier critère, si tu veux, dans lequel où tu veux construire une société qui tient la route, c'est d'abord sa sécurité et ça, il y a beaucoup de gens qui l'oublient, où encore une fois, hein, on peut faire plein de choses, sur l'environnement, on peut faire plein de choses et il faut le faire, mais si tu as pas la sécurité de base, tu peux pas te projeter dans des grands projets de société qui traitent de ces domaines-là. tout à fait d'accord avec toi et du coup, donc fin 2018, début 2019, tu te rends compte qu'il y a ce problème de financement et c'est là qu'était venue l'idée de créer Defense Angels. Comment tu t'y es pris, Pas forcément l'idée tout de suite, c'est que moi, je commence un peu à agiter le cocotier. Comme en plus de ça, j'avais ma casquette de directeur affaires publiques, bah, je rencontre beaucoup de gens au Parlement, au gouvernement, et ils me disent oui, c'est vrai, t'as raison, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, c'est là où après, c'est mon boulot aussi en tant que directeur affaires publiques dans un syndicat professionnel, d'agiter un peu l'écosystème. Et il y a un rapport parlementaire qui sort par les députés Thierryot et Baléblu, qui, dans ses conclusions, dit que bah, une partie du problème, c'est ça, et une solution pourrait être la création d'un réseau d'investisseurs privés dédié au sujet de la défense. Et là, bon, évidemment, moi, j'avais déjà l'idée dans un coin de ma tête, mais là, ça vient, on va dire, officialiser cette idée, et je saute sur l'occasion pour monter cette chose-là. Et donc, je me souviens toujours très bien je fais un webinaire sur le sujet. Je sais pas, il y avait 80 personnes qui m'écoutaient. Et je dis, bah voilà, moi, je réfléchis à monter quelque chose qui pourrait s'appeler Defense Angels, qui serait un réseau de business angels dédié à la défense. Et bah, 30 secondes après, j'avais un monsieur très sympathique qui s'appelle Guy Gorevitch, qui était le président de France Angels, donc le président de tous les business angels de France, qui me dit: Oh, monsieur Matins, votre idée elle est super. Moi, je suis chaud pour monter ça avec vous. Venez, on monte ça. Et voilà, c'est né comme ça. et du coup, après, comment vous avez structuré ça? Donc vous êtes plusieurs à avoir cofondé Defense Angels. Comment vous identifiez les startups dans lesquelles vous voulez investir? Est-ce qu'il y a un ticket moyen? Est-ce qu'il y a un processus particulier? Bah, on part de zéro, ou presque, hein. C'est, si tu veux, assez vite, tu dois te structurer, tu te mets des objectifs, tu dois lever des fonds. Donc, sur la structuration, dans un premier temps, on se met en association 1901 parce que c'est le truc le plus souple et on n'a pas besoin d'avoir une grosse structure. C'est de recruter des investisseurs. Bah là, tu es obligé de faire de la com, tu fais agiter le réseau. C'est là où ce qui est bien avec Guy Gorevitch, avec qui je me suis associé, c'est on est très complémentaires. Guy a un énorme réseau et lui, ça fait des dizaines d'années qu'il est dans le secteur de la banque et de l'investissement. Donc, il connaît tout le monde et il sait parfaitement comment ça fonctionne. Et moi, je commence un peu à avoir de bouteilles dans le monde de la défense. Donc, nos deux réseaux complémentaires marchent. Et puis, on le voit qu'on est aussi dans un secteur où bah, on a des gens passionnés. Donc, dès qu'on explique un peu la démarche qu'il peut y avoir derrière, bah, les gens adhèrent. Et si tu veux, là, on a passé la barre des 50 investisseurs privés et, en moins d'un an, ce qui est dans une moyenne de réseau de business angels thématique est au-dessus des prévisions de ce qui habituellement est fait. Donc, il y a une démarche qui est positive. Après, et tu l'as souligné au début de notre échange, il y a bah, la guerre en Ukraine qui a aussi changé la vision qu'on peut avoir de ces sujets de défense. Et quand bah, la guerre est aux portes de l'Europe, il y a peut-être une prise de conscience qui se fait un peu plus vite, où les gens, on va dire, ont sauté le pas en disant, bah oui, c'est vrai que les sujets de défense, c'est bien, et avoir une industrie de défense qui est souveraine, qui peut répondre aux besoins de nos armées, c'est un peu vital pour notre pays. Donc moi, Français, si je peux contribuer, peut-être que je vais pas faire mon service militaire, peut-être que j'ai pas fait l'IHEDN, mais peut-être qu'en mettant quelques milliers d'euros dans une start-up ou une PME qui travaille au profit des forces armées, bah, c'est ma manière de contribuer un peu à l'effort de guerre. Et en plus, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est notre président de la République qui, en juin dernier, a parlé d'économie de guerre. Et du coup, j'allais te poser la question, mais tu as partiellement répondu. Les profils des gens qui investissent avec vous, est-ce que c'est des gens pour qui le secteur de la défense, c'est un secteur auquel ils s'intéressent particulièrement parce que bah, ils ont une vision un peu de souveraineté, etc. Ou est-ce que c'est en premier lieu purement financier où ils se disent bah, il y a clairement des choses à faire dans ce secteur-là en termes de retour sur investissement, ou c'est peut-être un peu des deux? Bah, sur le profil, c'est intéressant. Il y a tout. Évidemment, il y a je dis ça de manière affective. Il y a des geeks défense où il y a des gens, voilà, ils sont déjà dans les armées. Tu as des officiers supérieurs, tu as des gens de l'industrie de défense, mais pas que. Dedans, on a des avocats, on a des consultants, on a même des banquiers qui disent, bah ouais, mais moi avec ma banque, j'ai pas le droit d'y aller, mais en perso, je peux mettre de l'argent. Donc, en gros, je viens, mais le dites pas trop fort. Donc c'est assez marrant.
Donc non, non, franchement, on a tout. Évidemment, il y a une vision commune de se dire la défense, c'est important parce qu'il y a quand même ça. Et pour répondre à la question, elle est très bonne. C'est nous, on essaie de montrer que c'est pas du tout incompatible de gagner de l'argent, même si en France, faut pas toujours le dire trop fort parce que on tape un peu sur les gens qui peuvent gagner de l'argent, mais c'est de montrer que oui, c'est même l'objectif numéro un. Quand un investisseur, tu mets de l'argent, tu veux en gagner plus à la sortie. Et c'est l'objectif premier de Defense Angels. Mais c'est de montrer que c'est pas incompatible, que tu gagnes de l'argent et en plus de ça, tu peux contribuer à l'effort de souveraineté grâce à un investissement, on va dire, qui est responsable, qui est citoyen. Et si tu veux, moi, c'est une phrase que j'aime beaucoup, hein, c'est ce qu'avait dit Kennedy, en disant avant de vous demander ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Bah, c'est un peu exactement la même chose. C'est plutôt que de te dire, bah tiens, je vais mettre mon argent sur tel placement bancaire qui m'a été recommandé par mon conseiller, moi gestionnaire patrimoine. Et bah, sache qu'il y a un réseau d'investisseurs qui peut t'aider et te conseiller sur mettre ton argent pour gagner plus d'argent, et très bien, tant mieux pour toi. Mais en plus de ça, qui peut contribuer à l'effort de souveraineté de la France. Et du coup, vous avez été officiellement créé quand? En 2021, c'est ça? Alors, on a été officiellement créé en octobre 2021, tout à fait. Et donc, à ce jour, vous avez investi dans combien de startups françaises? À ce jour, on a investi dans 3 startups françaises, une dans les drones, une dans les lanceurs spatiaux et une dans la cybersécurité. D'accord. Et donc, comment est-ce que vous choisissez ces startups? Est-ce qu'il y a un comité de direction au niveau d'Ifas Angels qui choisit les Exactement. dossiers? Oui. Tout à fait. Alors, on a, tu veux, d'un côté, tu sais, c'est un peu comme les restos du cœur. On préférait pas avoir de boulot, ça veut dire qu'il y a un problème. Et là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que pour alimenter ce qu'on appelle le deal flow en bon français, en gros, les gens qui sont intéressés Ouais, le pour flux d'affaires. Ouais. exactement. Nous, en fait, on a énormément de boîtes qui nous sollicitent. Tu vois, on a 2 à 3 startups par semaine qui nous contactent en disant j'ai besoin d'argent, est-ce que vous pouvez nous aider? On les accueille, on fait un premier filtrage des trucs assez basiques. Hein. On regarde si cette boîte est à majorité à capitaux français, est-ce qu'il n'y a pas de voilà juridiquement ça tient la route, voilà, il y a un premier filtrage. Ensuite, on regarde si elle rentre dans ce qu'on appelle dans la thèse d'investissement si voilà, est-ce que elle correspond bien à des expressions de besoin du monde de la défense et de la sécurité au sens très large. Et c'est là où je réponds à une partie de ta question initiale. C'est bah il y a aussi bien des boîtes qui sont dans la cyber, des boîtes dans le new space, des boîtes dans les nanomatériaux, des boîtes dans l'IA. Si tu veux, a priori volontairement, on se met aucune limite sur la technologie qu'il peut y avoir derrière. Nous, l'ambition, c'est qu'elle répond à une logique de souveraineté et un besoin pour les enjeux stratégiques au sens large. Ça peut être de l'énergie, ça peut être, enfin bref, tu vois, c'est assez diversifié. Et ensuite, une fois que nous, on a fait un premier tamis en disant, OK, ça rentre dans le scope, c'est intéressant. Et là, c'est là où on la propose à nos investisseurs. Donc, une fois par mois, on organise une session de pitch pour nos investisseurs où on leur présente 4 à 5 startups qui viennent bah, présenter leurs solutions, leur business plan et leurs besoins d'investissement. Et c'est là, nos investisseurs, ils décident, OK, cette boîte-là m'intéresse, je vais creuser un peu plus l'investigation en disant, et là, tu pars sur 1 mois ou 2 mois de ce qu'on appelle des due diligence, donc des investigations pour savoir si la techno tient la route et le business plan tient la route. Et c'est à l'issue de ces 2 mois d'investigation que Defense Angels décide s'il y a un investissement ou pas. D'accord. Je trouve que ouais, c'est hyper structuré, hyper carré. Puis après, je pense qu'aussi l'avantage que vous avez, c'est que vous êtes tous un peu des experts secteur défense. Donc, quand les boîtes viennent vous voir, vous arrivez à voir assez facilement s'il y a un besoin marché pour ce qu'elles proposent, je suppose. Bah, tu vois, il y a ça où on a tous notre petite expérience. En plus de ça, on s'appuie sur un comité stratégique où dedans, tu as des officiers supérieurs, tu as des gens de l'industrie, tu as des gens de la finance qui, eux, en plus de ça, viennent rajouter une couche d'expertise en complément des business angels. Donc, ça reste de l'investissement. Donc, moi, j'aimerais bien te dire que 100% des boîtes dans lesquelles on va investir vont fonctionner et vont devenir des pépites, voire des licornes. Mais ça sera pas le cas. En revanche, et ça, c'est quelque chose qu'on insiste, c'est qu'on dérisque le maximum. Dans le sens où, quand une boîte a déjà passé le filtre de Défense Angels, c'est pas juste parce qu'on l'aime bien et qu'elle avait des beaux slides. C'est que derrière, il y a vraiment eu un vrai travail d'analyse à la fois technique et business, et que en gros, si elle bénéficie d'investissement Defense Angels, c'est que c'est pas par hasard. Et est-ce que vous collaborez avec l'Agence Innovation Défense de la DGA ou pas du tout? Bien sûr, plus que ça d'ailleurs, on a une convention de partenariat avec l'Agence Innovation Défense où qu'on a formalisé très rapidement, et je remercie à l'époque Emmanuel Kiva qui était à la tête de l'AID, maintenant le patron de la DGA, qui nous a fait confiance rapidement en signant cette convention et qui permet, c'est une logique win-win.
c'est que nous, on voit sur nos radars des startups qui peuvent être intéressantes pour l'idée, donc on leur transmet l'information ou si tu veux, dès elles ont un investissement, ça ne veut pas dire que derrière la DGA ou l'AID va en faire quelque chose, mais elles savent que le tamis de Defense Angels est preuve d'un certain sérieux. Et inversement, l'AID de temps en temps nous envoie des startups en disant écoute François, cette startup elle est top, on pense vraiment qu'il y a un sujet, mais elle demande un financement. Nous, on ne sait pas faire ou c'est en dessous de ce qu'on peut faire. Donc, on lui a dit de se rapprocher de Defense Angels, aidez-la à monter en puissance. Et une fois qu'elle sera mature, et ben nous, on pourra continuer à travailler avec elle sur le sujet qui nous intéresse. D'accord. Non, c'est top, hein. Donc tu disais, vous êtes, les seuls en France, voire les seuls en Europe, c'est-à-dire que dans d'autres pays européens, il y a pas d'équivalent? Bah, si tu veux, on s'est pas allé pas s'amuser à regarder les 26 autres pays, mais nous, on a regardé dans les gros pays où il y a déjà un écosystème qui est mature sur le sujet, que ce soit, alors, est-ce qu'on met les UK encore dedans? On va dire non si on respecte ce qui se Leur passe. choix. Mais en tout cas, on a regardé en Allemagne, on a regardé en Belgique, on a regardé aux Pays-Bas, on a regardé en Italie et en Espagne. Aujourd'hui, ce véhicule d'investissement dédié à la défense n'existe pas. Comment on fait pour devenir, investisseur chez Defense Angels? Est-ce qu'il y a des prérequis? Il y a pas de prérequis, hein, nous on est, pour la peine, on est très inclusif, on prend tout le monde, là après on met des conditions, hein, qui sont, bah, si tu veux, c'est pas un club de joueurs de pétanque, donc si tu viens pour, être business angels, c'est que tu viens quand même avec l'ambition d'investir. Donc voilà, on fixe que, sur une année, tu dois investir quand même, quelques milliers d'euros dans une boîte, qui t'intéresse. Donc oui, tu dois contribuer, financièrement aux startups qui se présentent devant toi. Évidemment, on va pas t'obliger à le faire à un moment, une certaine deadline, mais Ça fait partie du deal, c'est normal, c'est exactement. Mais après, voilà, toutes personnes qui sont intéressées, si tu veux, nous, c'est vraiment la démarche qu'on a. C'est venir dans une première démarche de curiosité. Et nous, on accueille des gens assez souvent qui disent, bah, écoutez, moi, je sais pas si j'ai jamais investi dans des boîtes. Donc, on lui dit, bah, viens une première session de pitch, rencontre des autres business angels, fais-toi un avis. Et puis, à l'issue de ça, tu vois si tu le sens ou si l'état d'esprit et les valeurs qu'il y a derrière t'intéressent. Donc, nous, on est très ouverts et n'importe qui aujourd'hui qui est intéressé par le sujet est le bienvenu. question, peut-être, bête, mais, en tant qu'investisseur privé, enfin individuel, si on investit dans une start-up, avec vous, est-ce qu'il y a des avantages fiscaux qui incitent les gens à investir dans des boîtes françaises ou pas du Ah tout? ouais, très bonne question. Bah, ça, c'est une loi qui est globale, hein, qui est pas liée uniquement à Défense Angels. Si tu veux, aujourd'hui, quand tu es dans un seuil de 10 000 euros, quand tu investis dans une PME, peu importe le secteur dans lequel tu es, il y a un abattement fiscal de 25%. Donc oui, donc je te prends l'exemple. Aujourd'hui, toi, tu décides d'investir 10 000 euros dans telle boîte, tu as moins 2 500 euros sur ta déclaration fiscale. Nous, sur lequel on réfléchit actuellement et on échange pas mal avec les parlementaires sur ce sujet-là, c'est que, encore une fois, dans un contexte d'économie de guerre et dans une logique d'aider l'industrie de défense et la défense au plus global à se financer, nous, on réfléchit aujourd'hui à pousser une idée de si entreprise dite stratégique, et ça, est-ce qu'elle est référencée par l'AID, enfin bref, tu vois, on peut y mettre, on n'a pas encore poussé la réflexion sur les critères exacts, mais une entreprise stratégique chercherait des financements. Si toi, demain, tu veux mettre de l'argent, comme elle est identifiée comme stratégique et contributrice à la souveraineté de la France, et l'abattement fiscal que tu pourras avoir, au lieu de 25%, il pourrait être de 30, 35 ou 40%. Ouais, je trouve c'est une super idée. Justement, ça m'amène au sujet, moi, qui m'intéresse et que j'ai beaucoup en ce moment et j'avais envie de parler avec toi, c'est, bah, la souveraineté de la France dans le secteur de la défense. On en entend beaucoup parler, alors pour ceux qui suivent le sujet, ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais là, avec la guerre en Ukraine, c'est un sujet qui est devenu vraiment d'actualité pour beaucoup de gens. Quelle est ta vision, toi, sur où on en est en France sur la souveraineté au niveau défense? Est-ce qu'on est capable d'assumer, comme on dit, l'entièreté du scope ou est-ce qu'il y a vraiment des gros trous dans la raquette? Où on en est? Non, alors là, c'est un sujet qui est très vaste et je vais pas me lancer là-dessus. Et ma vision est uniquement celle qui est celle issue de mon expérience et ce sur quoi je lis et autres. Donc, je suis pas, objectivement, je suis pas un spécialiste. Moi, je me méfie de ce terme de souveraineté qui est devenu un terme valise. Et encore une fois, tu vois, c'est là où tu vois l'évolution on va dire, des mœurs ou l'évolution même de la politique. C'est que tu disais encore le mot souveraineté il y a un peu plus de 5 ans, on te regardait un peu bizarre et on se dit, oula, lui, il vote pas, il vote de Oui, on tel disait côté que ou de l'autre. tu très, très à droite, ouais. Voilà, tu l'as dit à ma place, mais alors que non, c'est pas du tout un sujet de vision politique. C'est la souveraineté, c'est du bon sens. C'est qu'à un moment, si tu veux être en capacité d'être autonome pour faire des choses, tu as besoin d'être souverain. Et l'industrie de défense a une nécessité de souveraineté. Encore une fois, c'est là où je me méfie du terme actualisé, parce que la souveraineté, il y a des gens, ils font ça pour faire semblant d'être intelligents.
mais c'est caché un problème qui est plus profond. La souveraineté, si tu veux, ça veut pas dire maîtriser 100% de ta chaîne, c'est avoir une bonne vision de ton risque et accepter un risque sur certains sujets. En France, c'est très compliqué, pour ne pas dire impossible, d'être souverain sur tout. Il n'y a pas un système dans l'industrie de défense qui est dépendant d'une puce japonaise, d'un software américain. Donc, c'est une acceptation du risque, la souveraineté. Donc, aujourd'hui en France, on est très bon et il faut être très fier de notre industrie de défense. Sur en gros tous les gros sujets qui sont stratégiques, globalement, on est souverain. Ça coûte de l'argent à l'État. Et ça, il faut en avoir conscience. Hein. Quand on est, si moi j'ai passé des années dans le monde de la défense, on a toujours l'impression qu'on n'a pas assez d'argent. Mais à côté de ça, on reste tous des citoyens. Et il reste, oui, le budget de l'État est ce qu'il est. Et la défense reste, ça dépend si tu comptes ou pas le déficit public, mais reste le 2 ou le troisième budget consacré aux armées au sein de l'enveloppe de l'État. Donc, on met de l'argent et la France est quand même un pays qui consacre énormément d'argent à sa défense. À côté de ça, la situation économique est ce qu'elle est et parfois il faut faire des choix. Et moi, je suis très content de ne pas être à la place de nos grands décideurs politiques qui doivent faire des choix difficiles, pas toujours les bons, hein, et on en a conscience, mais qui permet quand même à la France d'être un pays qui est pris au sérieux et qui est encore capable de faire des choses. Il n'empêche que c'est compliqué sur un autre domaine où on doit faire des sacrifices et est-ce qu'on a encore les moyens d'être souverain sur certains aspects, soit pour des questions budgétaires, mais également parce que à un moment donné, on n'a pas fait les bons choix en termes de stratégie et tout le retard qu'on a pris dans certains domaines, ça va être très compliqué, pour pas dire impossible, de pouvoir rattraper le retard. D'accord. Ouais, c'est vrai que ma question était large au début. Du coup, si je ressente un peu la question, c'est on parle beaucoup de souveraineté tu sais, au niveau français versus souveraineté au niveau Europe, dans différents secteurs, dont la défense en fait partie. Quelle est ta vision justement sur la volonté, notamment française, de lancer des projets européens, comme par exemple l'avion du futur avec l'Allemagne et l'Espagne? Est-ce que c'est pour toi, c'est des sujets qui sont... Parce qu'on entend un peu tout et son contraire. Certains disent que c'est une très mauvaise idée, d'autres disent que c'est une bonne idée. Est-ce que tu as une vision là-dessus? Déjà, le terme souveraineté européenne, pour moi, est un oxymore. L'Europe est incompatible avec la notion de souveraineté. Donc ça, il faut en avoir conscience. Et à un moment, il faudrait peut-être changer le terme parce que pour moi, ça ne veut rien dire. Il n'empêche que la France, on est très gentil, on est des bons Gaulois et on a toujours l'impression qu'on est les meilleurs. On est obligé à un moment, soit pour des raisons de profondeur stratégique, ou soit pour des raisons de business de profondeur marché, c'est l'échelle européenne qui fait qu'on est crédible sur les sujets. Donc, ça fait plaisir à personne de coopérer. On ne coopère jamais par plaisir. On coopère parce qu'on en a besoin ou parce qu'on est contraint pour plein de raisons, qu'elles soient économiques ou politiques. Donc c'est toujours plus compliqué. On pourrait faire nous-mêmes. Et tu as pris l'exemple du SCAF. La France, si elle fait des choix budgétaires, a tout à fait la capacité de faire un avion de 5e génération avec les industriels qu'elle a. Et tout le monde en a conscience. Sauf qu'aujourd'hui, pour des raisons de politique, on a fait un choix il y a quelques années de se dire il faut que l'avion de prochaine génération soit à dimension européenne. On voit qu'aujourd'hui c'est très compliqué et tous les programmes précédents ont été très compliqués, se sont pas toujours bien passés. Hein. On peut prendre la 400M, on peut prendre l'hélicoptère TIG, on peut prendre les frégates FREMM franco-italiennes. Enfin bref, des exemples, on en a plein. Ça a toujours été une tannée. Ça a souvent coûté plus cher que si on l'avait fait nous-mêmes, mais ça, c'est toujours facile de refaire la guerre après. Donc oui, le SCAF, c'est compliqué. Moi, je suis pas dans les petits secrets, mais quand on voit qu'en une semaine, entre une déclaration de l'Élysée, puis encore quelques jours, une déclaration de la Première ministre qui dit que tout est fait, puis en même temps, une heure après, tu as une déclaration du PDG de Dassault qui dit non, non, ça c'est de la déclaration politique, moi j'ai rien signé. On voit que c'est plus complexe que les déclarations politiques qu'il peut y avoir et qu'à la fois il y a des enjeux politiques et également des enjeux industriels, mais qui vont impacter clairement. Et aujourd'hui, on est vraiment à une ligne de crête sur le choix qu'on doit faire sur l'avion du futur, parce que, vous savez, si je te prends les deux extrêmes, c'est soit on se dit ok, on y va, le SCAF, on continue sur le franco-allemand, mais ça veut dire concrètement sacrifier une partie de certaines compétences françaises au profit des Allemands, qui, on en reviendra si tu veux sur la relation franco-allemande est quand même très compliquée et on est un peu des bisounours, en tout cas en France, sur le sujet. Et de l'autre côté, si on décide que voilà, on arrête les frais et on fait le prochain avion en franco-français, ça va mettre un coup très dur, pour pas dire la fin d'une Europe de la défense au niveau industriel.
Et ça, c'est un choix politique qui sera lourd de conséquences. Oui, ça c'est sûr. Comme tu disais, moi aussi, j'aimerais pas être à la place de dirigeants politiques. C'est des décisions pas faciles à prendre. Ça, je pense qu'il faut qu'on en soit tous conscients. Et justement, tu disais le fameux, alors nous on appelle ça en France le couple franco-allemand. Dans la défense, concrètement, est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'il y a des projets qui ont déjà abouti avec les Allemands? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose sur lequel nous, les Français, on doit persévérer? Mais tu as utilisé le terme couple franco-allemand, c'est une expression qui me fait beaucoup rire. Si tu veux, nous, on a une vision romantique de la relation avec les Allemands. On parle de couple. Eux, ils sont en union libre. Ils sont pas en couple. Ah, c'est joliment dit, oui. Et ça, on l'a pas compris. On l'a vraiment pas compris que les Allemands, avec toutes les qualités, les défauts qu'ils peuvent avoir, ils sont très pragmatiques et ils ont bien compris que les intérêts, où ils savaient les mettre. Et tu vois, là où pour la peine, je parlerai pas d'erreur, mais en tout cas de manque de concentration de certaines personnes en France, ou des signaux faibles, il y en avait quand même pas mal depuis quelques années sur le fait que les Allemands allaient changer leur posture. Et en gros, depuis la guerre en Ukraine, les masques tombent. Quand on s'offusque que Olaf Scholz annonce un plan à plus de 100 milliards, quand on annonce que les Allemands se retirent d'Ariane 6 pour développer eux-mêmes leur programme avec d'autres en Europe sur des lanceurs, quand ils annoncent qu'ils vont faire un bouclier antimissile en Europe en se basant sur l'OTAN et avec les Israéliens, ceux qui découvrent ça, soit ils sont très très naïfs, soit ils font semblant, enfin ils nous mentent à découvrir la chose. C'est juste que, bah voilà, les Allemands, et encore une fois, moi je les critique pas dans le sens où et au moins ils vont jusqu'au bout de leurs choses, et c'est nous qui avons fait une erreur d'être naïfs vis-à-vis de cette relation. Mais je te reprends ce que j'ai dit juste avant. On pensait qu'on était en couple. Et ben quand tu es en couple, bah, tu es un peu amoureux et du coup tu es un peu aveugle vis-à-vis de la personne que tu as en face de toi. Alors qu'eux, bah, comme ils étaient très pragmatiques et en union libre, et bah, ils ont avancé leurs pions, et au moment où ils voient que c'est plus dans leur intérêt de faire du franco-allemand ou de l'européen, et bah, ils se ressentent sur leurs prérogatives et ils font ça dans leur intérêt. Du coup, on peut dire qu'on est au-delà de moments, un peu compliqués, des relations un peu tendues dans la défense au niveau européen dans les prochains mois, prochaines années. Parce qu'on voit, enfin, il y a pas uniquement les Allemands, on voit aussi les Polonais, toute l'Europe de l'Est, beaucoup, enfin, l'Europe du Nord aussi, qui achètent beaucoup des systèmes américains, et on se rend compte que l'Europe de la défense, beaucoup de monde en parle, notamment en France, mais dans les faits, on a l'impression qu'on est un peu les seuls, nous Français, à avoir un peu je sais pas si on peut parler de rêve, mais cette ambition. Mais c'est un très beau rêve, si tu veux. Pour faire avancer le monde, il faut rêver. Il faut avoir de l'ambition. Donc, tu vois, on peut pas reprocher aux Français de vouloir construire une Europe de la défense sur ces sujets-là, parce que c'est le sens de l'histoire. Faudra un jour qu'on y aille. Après, c'est où est-ce qu'on doit mettre le curseur pour que ça soit au sacrifice de certains de nos intérêts ou une partie de notre souveraineté. Et on voit que bah il y a plein de gens qui sur le papier disaient oui oui on va le faire avec vous, c'est génial, mais au moment où il faut peut-être un peu lâcher du lest sur certains intérêts et une partie de la souveraineté, là, il y a beaucoup moins de monde quand on se retourne. Et puis à côté de ça, tu rajoutes la couche, et c'est l'histoire aussi hein, de la géopolitique et des relations internationales. Et on le voit d'autant plus, comme on le dirait dans une série bien connue, c'est le bleu de méthylène de ce qui se passe aujourd'hui. Les plus grands vainqueurs de la situation actuelle en Ukraine, ce sont les Américains, qui font une magnifique opération d'influence et économique où, en ayant une guerre qui est pas chez eux, donc sur notre territoire, donc eux, autant dire qu'ils ont pas trop de missiles à prendre sur la tête pour l'instant. Ils passent pour les gentils parce qu'ils envoient de l'armement, donc très bien, donc ils aident les Ukrainiens, super en termes d'image, ils montrent qu'ils défendent la démocratie. Et en plus de ça, ils disent aux Ukrainiens et aux partenaires européens, on va vous donner de l'argent, mais cet argent est conditionné au fait que vous nous achetez du matos américain. Donc pour les Américains, c'est du win-win-win. Mais et bravo à eux, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Mais tout ça, c'est pas du tout dans les intérêts de l'Europe et encore moins d'une Europe de la défense. Oui, en plus de ça, ils nous revendent aussi de l'énergie à très bon prix pour eux, quoi. Donc, oui, c'est vrai Exactement, que non, et bravo à eux, encore une fois. Moi, oui, je non, mais fais comme pareil. comme tu disais, que ce soit les Allemands ou les Américains, ils pensent à leur intérêt, ils ont bien raison de le faire, on peut pas les critiquer pour ça c'est clair. Exactement. Et donc tu penses qu'avec, Defense Angels, si on revient un peu sur Defense Angels, votre ambition d'après, pourquoi pas aller voir des startups européennes, c'est quelque chose qui peut être réalisable et faisable dans les prochaines années? Bien sûr, encore une fois, il y a tellement de besoins à l'échelle française qu'on va pas non plus se compliquer la vie, et déjà si on arrive à sauver, en tout cas à accompagner, à aider à monter en puissance quelques startups de l'écosystème français, on sera déjà très content. Mais on se ferme pas du tout, à la fois statutairement et intellectuellement, à ce que demain il y a une startup, je sais pas quoi, belge, néerlandaise, italienne, tchèque, qui disent: «Bah voilà,
votre démarche, elle est super intéressante. Moi, je vais aider, je contribue à ça, ça, ça. Franchement, on n'est pas du tout, dans un second temps, c'est quelque chose sur lequel on est tout à fait ouvert. Pour terminer cet entretien, François, j'ai une question à te poser. Si jamais quelqu'un écoute cet épisode et voilà, il est entrepreneur dans l'âme, il aime le secteur de la défense, il a une idée pour se lancer, pour lancer une start-up dans ce secteur-là, quel serait pour toi un bon conseil à lui donner pour commencer? Alors, un bon conseil, je vais pas faire l'ancien, mais il faut, c'est un très beau secteur, sincèrement, il y a plein de choses à faire. C'est un secteur qui est dur, et ça, faut pas se cacher, qui a ses codes particuliers, qui est assez cloisonné sur certains aspects, ou avec les avantages et les inconvénients que tout le monde se connaît, mais il y a des vraies réussites à faire et il faut des entrepreneurs dans ce secteur-là, parce que, c'est une des conditions pour laquelle notre, ce qu'on appelle en termes un peu barbares BITD, base industrielle technologique de défense, donc en gros notre industrie de défense peut contribuer. On a des très bons groupes, des très grands groupes qui font des magnifiques choses et très bien et tant mieux à eux, mais ils sont capables de faire ça uniquement parce que derrière, ils ont un réseau de plusieurs milliers de PME et de plusieurs milliers de startups et donc derrière des entrepreneurs qui arrivent avec des idées, qui arrivent avec une capacité à innover vite et fort. Et c'est cet écosystème qui est capable de travailler ensemble avec le monde de la finance et du bancaire, où aujourd'hui, j'ai envie de te dire, c'est plus les investisseurs corporate et institutionnels qu'il faut convaincre d'investir dans le monde de la défense. Moi, sincèrement, je suis, et quand je vois la démarche qu'on a fait avec Defense Angels, quand je vois en un an qu'on a réussi à fédérer 50 Français qui disent bah, moi, je veux mettre mon argent personnel dans la défense, moi, je suis rassurant en disant qu'on vit quand même dans un beau pays et on a des gens qui sont capables de mettre leur argent perso pour défendre des entrepreneurs qui se battent pour une cause évidemment d'entrepreneuriat, mais également de souveraineté. Je me dis qu'il y a de l'espoir. Il faut toujours avoir de l'espoir. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis je pense que c'est vrai que on se rend pas compte à quel point le français aussi peut être quand même assez sensible à ces sujets-là et qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à s'investir. Tout à fait. Dépendamment qu'il y ait des structures comme la tienne qui soient créées. Donc, félicitations d'avoir créé cette structure. J'espère que ça va se développer dans les prochains mois et encore merci pour ta disponibilité, François. Merci à toi, Xavier. À bientôt. Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'ai été ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant. N'hésitez pas à nous soutenir et laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Instagram, ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode de nos podcasts. À jeudi!